Merci. C'est la 9e édition. Parlons de la 8e. Quelles ont été les conclusions de cette 8e édition? Alors, la 8e édition a vu une Côte d'Ivoire avec un résultat de 6,5 sur 10, qui met la Côte d'Ivoire dans une catégorie de risque faible où nous encourageons l'investissement. Et la 9e édition, justement, verra la note de cette année, que je ne peux pas, que vous comprenez que je ne peux pas dévoiler maintenant. Très bien, Pascal. Oui, moi je suis contente de vous avoir ici pour nous évoquer, au-delà de cette conférence que vous organisez, ce que sont les questions de cartographie des risques. Ces conférences permettent d'identifier les risques économiques, politiques et sociaux, j'imagine, afférents au pays, et cela aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Quels sont les risques économiques, politiques et sociaux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées? Alors, je vous dirais de venir le 16 à la conférence. Avant qu'on en soit là. Mais au-delà de ça, la conférence, en réalité, justement, permet d'évaluer 5 paramètres. 5 paramètres qui répondent à 3 questions essentielles que se posent les investisseurs généralement. C'est quelle est l'opportunité d'investir dans un pays? Bon, là, on va parler de la Côte d'Ivoire. Quelle est l'opportunité d'investir en Côte d'Ivoire? Quel est le retour sur investissement auquel ils devraient s'attendre? Et quel est le risque qu'ils prennent de perdre leurs capitaux? Et pour répondre à ces 3 questions, nous sortons un rapport qui établit ce qu'on appelle la cartographie de risque d'investissement en Côte d'Ivoire, qui est basé sur une évaluation de 5 paramètres. L'environnement des affaires, le financement de l'économie, l'environnement sociopolitique, la gestion financière et la performance macroéconomique. Donc l'évaluation de chacun de ces paramètres-là va permettre justement de sortir un rapport d'à peu près 40 pages et qui donnera une note sur 10 pour chacun de ces paramètres, et après une note pondérée sur 10 qui donnera une idée très claire aux investisseurs sur justement sur la cartographie de risque d'investissement en Côte d'Ivoire, répondre à leurs 3 questions. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement? Et quel est le risque de perdre son capital? Herman? Ma question, au-delà des aspects macroéconomiques, comment est-ce que cette conférence risque-pays Côte d'Ivoire intègre la question des enjeux comme socio-environnementaux dans son approche? Est-ce que ces questions-là sont prises en charge? Parce qu'on sait que les changements climatiques, on a aussi des pressions sur l'agriculture et autres. Là. Alors, tout ça est pris en considération. En réalité, c'est tous les paramètres et sous-paramètres qui vont permettre justement de déterminer cet environnement-là, cette cartographie des risques. Nous avons un panel sur le bilan social cette année. Donc, nous allons évaluer le bilan social des 15 dernières années. Nous allons évaluer la performance macroéconomique des 15 dernières années. Évidemment, dans la performance macroéconomique, il y a le risque climatique qui a eu un impact et qui continue à avoir un impact. D'ailleurs, nous faisons aussi des évaluations sectorielles en termes de cartographie de risque d'investissement dans les secteurs. Nous venons de faire avec le ministre de l'Environnement une table ronde sur justement l'impact du changement climatique sur la performance de l'économie ivoirienne. Donc, tous ces paramètres sont pris en considération, que ce soit des paramètres qualitatifs ou des paramètres quantitatifs qui permettent justement de déterminer s'il est propice d'investir en Côte d'Ivoire ou pas. Je peux faire une relance, on me permet une relance. Bien sûr. Finalement, quelles sont les recommandations qu'on peut formuler pour une croissance plus inclusive et plus durable? Alors, pour une croissance inclusive, ce que ça veut dire en fait, c'est de dire que quand vous avez un pays qui performe économiquement bien, on se pose la question de est-ce que cette performance économique profite à ses citoyens? Mais quand vous regardez la configuration de l'économie ivoirienne, par exemple, vous vous rendez compte que la performance économique est surtout tirée par des entreprises étrangères. En sa grande majorité, ce sont étrangères. En sa grande majorité, les multinationales qui produisent à peu près 80% de la richesse. Donc, quand votre économie est tirée par le haut, par en majorité des entreprises étrangères qui produisent 80% de la richesse, naturellement, la répercussion sur
vous voulez, ou la redistribution de la richesse ne va pas se faire comme vous vous attendez. Parce qu'évidemment, ces entreprises ont vocation à rapatrier leur richesse et pas les réinvestir systématiquement. C'est pourquoi il est extrêmement important de changer cette configuration et avoir plutôt des entreprises locales qui soient suffisamment solides pour pouvoir générer, produire au moins 65 à 70% de la richesse. Ça, ce serait dans le cas idéal, et plutôt 30%, 35 à 35% pour des sociétés étrangères. Et à ce moment-là, vous aurez des économies où la croissance peut être inclusive. Très bien. Élisée? Ok, moi je vais rebondir sur cette dernière partie de votre intervention. J'ai deux questions. Premièrement, comment est-ce qu'on inverse cette tendance-là? Vous qui êtes économiste, vous nous direz. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle et qu'on a fait ce constat-là de ce que 80%, ce que vous dites là, est détenu par les multinationales. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en parle et on constate que ça n'évolue pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse inverser cette donne? Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que fondamentalement, le fait qu'il y ait une entreprise étrangère ou une multinationale qui est basée en Côte d'Ivoire et donc qui est en son sein des Ivoiriens ne contribue pas réellement à la richesse en réalité? Est-ce que ça, on peut vraiment le dire ainsi? Alors, peut-être que je vais commencer par la deuxième question. Ok. Quand on dit une société étrangère, c'est parce que le capital est majoritairement étranger. La société ivoirienne, ce n'est pas une société de droit ivoirien ou une société où travaillent des Ivoiriens. C'est une société qui a la majorité de ses actions appartiennent à des Ivoiriens. Donc le fait d'employer des Ivoiriens, évidemment, ça revient moins cher à ces multinationales d'employer des Ivoiriens, mais la richesse créée, c'est quelque chose de complètement différent. La richesse créée n'est pas réinvestie en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens travaillent dans la société, non. Ça ne change pas grand-chose que les Ivoiriens travaillent dans cette entreprise ou pas. Là, nous sommes en train de parler d'entreprises étrangères qui sont sur un sol, qui produisent de la richesse et qui la rapatrient. Alors, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que ces entreprises étrangères, bien qu'elles constituent la majorité de la richesse, ne permettent pas au pays d'avoir une résilience qui soit une résilience à long terme. Parce que ces entreprises vont partir en cas de choc intérieur violent. Et quand ces entreprises représentent 80% de la richesse créée, et vous avez une crise interne et qui perdure et qui parte, évidemment, vous avez votre système de production de richesse qui se fonde. C'est la raison pour laquelle, là maintenant, pour attaquer votre deuxième question, qu'il est extrêmement important que les entreprises locales dominent l'économie. Je pense qu'il y a d'autres pays africains qui l'ont montré, notamment le Nigeria. Et c'est là où on parle des champions nationaux. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises ivoiriennes soient suffisamment fortes pour pouvoir justement contrôler l'économie et créer la majorité de la richesse créée. Mais c'est une volonté politique que de construire des champions nationaux. Oui, il y a eu des tentatives qui pour l'instant n'ont pas abouti, mais l'idée c'est que quand on parle de volonté politique, c'est la volonté politique de créer des champions avec des critères économiques, sur des critères économiques. C'est ce qui fait la grande différence. Et je crois que... Quels sont-ils ces critères économiques pour le citoyen lambda? Alors, vous avez, dans chaque secteur d'activité, vous prenez des entreprises locales qui ont fait leurs preuves, autour desquelles vous créez un environnement pour leur permettre d'atteindre un certain niveau. Quand vous prenez par exemple le Nigeria, où le président Obasanjo a décidé justement de créer il s'est dit, avant de quitter le pouvoir, il va créer une centaine de milliardaires en dollars nigérians. Il en a créé 50, mais c'est déjà ça. Alors, il a permis à ces gens-là maîtriser des secteurs d'activité en créant une exclusivité. En disant, par exemple, à telle entreprise, dans ce secteur d'activité, vous serez les seuls qui avaient le droit, par exemple, d'importer le sucre, d'importer le ciment, par exemple. Chez eux, évidemment, il y a un effet de taille. Quand vous êtes 300 millions d'habitants et que vous êtes le seul à importer le sucre, le ciment
Et le riz, naturellement, vous devez milliardaire systématiquement. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer des gens riches systématiquement pour eux-mêmes. C'est que justement, ces milliardaires seront capables éventuellement d'acheter les obligations de l'État quand tout le monde partira en termes de crise et que l'État aura besoin de se financer. Ces entreprises qui deviennent des mastodontes rentrent dans une logique de compétition, meilleure compétition locale, meilleure compétition régionale, meilleure compétition internationale. Et ces entreprises créent des emplois et réinvestissent dans l'économie. Vous avez bien vu que Dangote a créé la deuxième raffinerie plus importante du monde. Évidemment, il y a beaucoup de multinationales là-bas qui investissent dans le pétrole. Pourquoi n'ont pas créé cette raffinerie? Le local a beaucoup plus intérêt à créer cette raffinerie que les structures intérieures. Donc, c'est étrangères. Donc, c'est ça la logique. C'est de renforcer la capacité des entreprises locales pour pouvoir dominer l'économie. Un pays dont les locaux ne dominent pas l'économie a une résilience qui est limitée dans le temps. C'est clair. Daouda? Monsieur Stanislas, après la réponse que vous venez de donner, à vous entendre, est-ce que vous êtes un adepte du nationalisme économique? Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un capitaliste. Je suis un adepte du libéralisme économique. Ceci dit, dans le libéralisme, je souhaiterais que les entreprises locales soient les meilleures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'empêche pas les autres d'opérer, mais on crée des conditions autour de ses propres entreprises pour qu'elles soient meilleures. Vous n'avez pas des Bouygues qui se débrouillent tout seuls pour devenir Bouygues ou Dassault ou ExxonMobil. On crée des conditions pour que ces gens deviennent des mastodontes. Mais en créant ces mastodontes, on n'empêche pas aux autres de s'épanouir. Mais je suis un peu quand même, si vous vous permettez, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes dans le capitalisme, un peu, bon, je veux dire, libéralisme. Donc, est-ce que, avec cette façon de l'expliquer là, est-ce que ce n'est pas une forme d'intervention? Non, ce n'est pas contradictoire. Est-ce que ce n'est pas une forme d'intervention? Non, ce n'est pas contradictoire. Je vous explique. Ce n'est pas contradictoire du tout. Vous n'êtes pas, la Côte d'Ivoire n'est pas plus libérale que les États-Unis. C'est qu'à un moment donné, la priorité de la citoyenneté, c'est extrêmement important. Ce n'est pas de la xénophobie économique, c'est de dire, dans un pays, la citoyenneté vous permet d'avoir des privilèges au-dessus de ceux qui n'ont pas la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez à l'aéroport, on met Ivoiriens et étrangers. Et c'est partout pareil. Donc, il est extrêmement important de comprendre que même dans des pays comme la France, il y a des secteurs d'activité où les étrangers n'ont pas le droit de rentrer. Par exemple, le nucléaire, aucun étranger ne peut rentrer dans le nucléaire en France. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas incongru de réserver des secteurs d'activité pour des locaux. Ce n'est pas incongru, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Et c'est vrai que nous sommes, la Côte d'Ivoire est une société multiculturelle, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas privilégier les citoyens. On parle de citoyenneté, on ne parle pas d'origine de personne, on parle de citoyenneté. C'est extrêmement important. Et ces champions, vous ne les avez pas. Vous avez une économie qui peut être performante, mais qui est fragile en termes de résilience. Alors justement, en Côte d'Ivoire, quels sont les secteurs qui devraient pour l'instant être ouverts, pour l'instant donnés qu'aux Ivoiriens, à l'effet de fortifier cette économie? Alors je pense que la première chose, ce n'est pas de rentrer dans un protectionnisme. La première chose, c'est de renforcer la capacité de certains acteurs économiques pour qu'ils atteignent des tailles critiques. Pour moi, c'est la première chose. Renforcer, c'est-à-dire en faisant quoi, par exemple? Je vous donne un exemple qui est très simple. Parlons de logistique portière, par exemple. Si on a un Ivoirien... Oui, logistique portière. On a un Ivoirien qui est dans la logistique portière, qui a une société où il a fait ses preuves. La Côte d'Ivoire a 2 terminals à conteneurs. L'État peut décider qu'on donne un terminal à conteneurs au local pour qu'il lui donne une certaine taille. C'est ça que je parle. Créer les conditions, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire créer des conditions. Ce sont des décisions politiques. C'est un État souverain. Il décide ce qu'il veut. Si l'État a décidé qu'il donne le terminal à conteneurs à un local, c'est ce qu'il aura décidé, c'est ce qu'il sera. C'est exactement ce qui a été fait au Nigeria. Et aujourd'hui, vous avez les Tony et le Melou, vous avez les Dangote, vous avez une cinquantaine de personnes qui est... voilà. Donc il est extrêmement important de comprendre qu'un champion national ne se crée pas tout seul. Il y a des gens qui ont le potentiel, il y a des gens qui arrivent à une certaine taille, mais pour atteindre cette taille critique, il faut absolument que l'État, justement, joue son rôle de créer les conditions pour pouvoir avoir des champions. Pascal,
Oui, donc on a la chance d'avoir une agence de notation ivoirienne, on peut dire ça, Bloomfield Intelligence, qui fait cette conférence risque pays Côte d'Ivoire. Le 16 avril, quand les lampes sont éteintes, qui vous écoute au niveau des autorités? Quelle est la part de participation ou d'intérêt que vous portent les pouvoirs publics sur ce que vous êtes en train de nous dire là? Et surtout les conclusions de vos travaux. Alors, comprenez que si on fait 9 éditions, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'y intéressent, il y a des gens qui viennent. Mais plus encore. Et les conclusions sont prises en considération. Chaque année, quand on présente le rapport de risque pays, le gouvernement ivoirien réagit au rapport. Et nous invitons des autorités qui viennent sur les plateaux. Ça montre bien l'intérêt qu'ils ont pour cette conférence et l'intérêt qu'ils ont pour le travail que Bloomfield fait. C'est un travail permanent. C'est une conférence qui vient sanctionner un travail qui est fait de façon permanente toute l'année. Donc nous, vous allez voir, évidemment, ils ne vont certainement pas venir sur les plateaux vous dire qu'ils prennent en considération telle ou telle recommandation qui est faite dans le rapport, mais ils le lisent. Et je pense qu'ils prennent en considération parce que nous avons vu l'évolution d'un certain nombre de politiques publiques basées sur des recommandations qui ont été faites par certains rapports de Bloomfield et des discussions que les membres de l'administration ont eues avec Bloomfield. Donc oui, je peux vous rassurer, peut-être que tout n'est pas pris en considération, mais certaines recommandations sont prises en considération. Chaque année, nous mettons en relief, vous avez peut-être constaté que toutes les missions des partenaires au développement qui passent par la Côte d'Ivoire viennent voir Bloomfield pour discuter justement de l'environnement macroéconomique et de la performance de ce pays-là, parce que justement, nos rapports sont lus un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes une référence en matière d'intelligence économique et en matière de notation financière, parce que nous sommes une des 2 agences que compte l'Afrique désormais. Herman ? Ma question, l'année dernière, il y a eu le débat sur la dette de Côte d'Ivoire, on vous a permis ici de donner votre lecture là-dessus. Il y a un autre sujet qui a intéressé les Ivoiriens entre-temps, l'indice de développement humain. Aujourd'hui, qu'est-ce que Stanislas Cézé pense de cet indice-là? Est-ce qu'il est capital et il est comme il est apprécié de part et d'autre par les politiques? Alors, l'indice de capital humain, il est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que ça vous permet de créer une corrélation entre justement l'épanouissement des citoyens et la performance économique. Donc, quand vous avez un pays qui performe économiquement bien, on s'attend à ce que son indice, son capital humain évolue. On s'attend à ce que son indice de développement humain s'améliore naturellement. Donc, évidemment, il y a des circonstances où ça peut paraître contradictoire parce qu'on a une économie qui performe et que l'indice plutôt recule. Est-ce que c'est parce que le développement, enfin la croissance ou la performance est beaucoup plus rapide que l'impact que ça sur ces citoyens, de sorte à pouvoir se faire ressentir? C'est des choses à analyser, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette économie, naturellement, on voit bien qu'il y a un décalage. On voit bien qu'il y a un décalage entre cette performance. Et ce décalage peut expliquer, par ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que la majorité de la richesse n'est pas nécessairement réinvestie parce qu'elle n'est pas nécessairement créée par les locaux. Donc cela peut expliquer le fait que l'indice de développement humain ne suit pas la tendance justement de cette performance économique. Alors si, pour terminer, un dernier mot et puis rappel des moments forts de cette 9e conférence. Alors, le dernier mot, ce serait de dire que c'est une conférence qui est extrêmement importante, dont nous invitons tout le monde à y assister. Nous attendons 500 personnes en présentiel et généralement 2000 à 3000 personnes en distanciel. Ouais. C'est une conférence qui est gratuite et elle est sur invitation et sur inscription sur nos pages de réseaux sociaux. Mais c'est devenu un baromètre de la performance de la cartographie de risque de la Côte d'Ivoire chaque année. Ah. Très bien. Merci en tout cas d'être venu. Merci, excellente conférence à vous. Les travaux démarrent le 16. Le 16 avril. Toute la journée. Au Sofitel Hôtel Ivoire.